où on a vu que le chiffre d'affaires avait doublé du coup sur la partie email marketing. On a eu une approche très innovante. Nous, ça fait du coup un peu plus d'1 an aujourd'hui qu'on travaille ensemble. Le développement personnel, en fait, le repas de signature du contrat où il faut manger des pâtes de poulet, ça c'est un peu raide. Oui, mais t'es folle. Ouais. T'es folle. Attends, t'as un super poste, t'es membre de board, t'es très bien considéré. Mais voilà, mais ça fait partie du folklore et si on le fait pas, on envoie de très mauvais signaux. Est-ce que tu es satisfaite de l'accompagnement qui est fourni par Adviz ? Donc bonjour à tous, je vous accueille pour ce premier épisode d'une longue série de podcasts avec des entrepreneurs et aujourd'hui je suis super content d'accueillir ma première invitée de renom qui est donc la fondatrice de la marque Watt, Astrid. Salut Astrid. Ouais, bonjour Pierre. Tu vas bien ? Ouais, super, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Alors je suis super content de te recevoir aujourd'hui. Donc pour donner un petit peu plus de contexte, ça fait déjà nous 1 an qu'on travaille ensemble pour Watt. Pour que les gens comprennent bien, est-ce que tu peux te présenter rapidement et ensuite on commence Oui, bien sûr. Donc moi je suis Astrid Mauduit, je suis la fondatrice de la marque Watt, basée au Touquet, donc dans le nord de la France. Alors Watt, c'est quoi ? C'est le pas à pas des soins destinés à la peau des enfants à partir de la naissance jusqu'à la préadolescence. Alors, ces soins, ils allient l'efficacité de la science, mais surtout le plaisir de l'expérience. C'est là notre originalité, c'est là où on est innovant, puisque on apprend aux enfants à prendre soin d'eux dès le premier âge, de telle sorte à ce qu'ils puissent faire leurs gestes de soins tout seuls comme des grands. Et donc pour ça, on redouble d'ingéniosité et d'idées pour faire de ces moments des moments plaisants, des moments ludiques, de telle sorte à les impliquer sans qu'ils s'en aperçoivent. Ok, super. Voilà. Et du coup, alors moi j'aimerais bien revenir un petit peu sur ton parcours d'abord, parce que comme tu l'as dit, vos produits, ils sont, s'il y a vraiment une qualité qu'ils ont, c'est qu'ils sont assez ingénieux, assez originaux. Et en fait, tu as commencé avec ça. Ta première étape, la première étape de ton parcours, c'est des études d'ingénieur. Absolument, donc ingénieur en mécanique. Okay. Donc, il y avait quatre femmes dans l'amphi à l'époque. Donc effectivement, un parcours un peu atypique déjà. Donc c'est vrai que le côté différent a toujours été assez prégnant dans tous mes choix. Donc la mécanique, pourquoi ? Parce qu'effectivement, moi j'adore comprendre les choses, mais les comprendre pour les transformer et en faire quelque chose d'expérientiel. Donc ça a toujours été quelque chose qui m'a passionnée. Donc voilà, des études d'ingénieur, somme toute assez classiques, et après un parcours dans l'industrie en fait du packaging de luxe, la verrerie, donc un univers industriel très addictif parce que tous les process à feu continu. Ça veut dire qu'effectivement, il y a du feu. Donc, ce feu que tu maîtrises et que tu transformes en des objets. Donc ça a fait une bonne partie de ma carrière pour ensuite aller vers des choses beaucoup plus techniques comme les mécanismes de pulvérisation et tout ce qui est emboutissage, donc tout ce qui est pièces esthétiques à base de métal. Donc c'est vrai que au cours de ces 25 années d'expérience industrielle, j'ai appris les 3 matériaux qui sont communément utilisés dans tout ce qu'on utilise au quotidien, et au service du luxe, puisque c'est effectivement faire de jolis objets m'a toujours effectivement passionnée. Et est-ce que justement à ce moment-là, quand toi tu commences tes études d'ingé, tu le dis, tu vois, tu étais une des premières, une des seules filles dans l'amphi, et je le sais aussi parce que ma copine est en ingé, donc tu vois, elle me le raconte, et c'est toujours le cas à l'heure actuelle. Ça reste vrai, malheureusement. Ouais. Et est-ce qu'à ce moment-là, toi, tu as déjà un peu cette fibre entrepreneuriale ? Est-ce que tu sais que tu vas entreprendre, ou est-ce que tu te dis, tu t'y penses pas forcément à ce moment-là ? Je l'ai su avant même d'entrer en école d'ingénieur, à 10 ans. Okay. À 10 ans, j'ai un souvenir flash sous la tente avec mon petit frère, où on s'est dit, on montera une boîte tous les deux. Okay. À 10 ans, donc vraiment ça devait être un jeu, je sais pas. Mais c'était quoi la boîte à l'époque alors justement, on n'avait pas d'idée, et on s'est dit il faut quand même trouver une bonne idée avant de se lancer. Et cette idée, pour moi ça a été Watt, mais à 48 ans, donc il s'est passé un peu de temps avant que je m'y mette. Voilà. Et est-ce que justement après, donc tu fais tes études d'ingénieur, est-ce que tu penses que ces études-là, est-ce qu'elles ont été cruciales, toi, pour te lancer ? Je te donne le contexte, c'est parce que tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants qui vont nous pousser à aller vers des écoles de commerce. Moi, ça a été mon cas, en l'occurrence. Alors avant, j'avais fait un IUT GEA, et où j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur la gestion d'entreprise, sur la comptabilité, etc. Et en fait, en école de commerce, tu vois, parfois, et j'en discutais encore récemment avec des amis, c'est qu'on n'a pas forcément l'impression d'apprendre ce qu'il faudrait, ou tu vois, je pense qu'il y a des enseignements qui manquent à l'heure actuelle.
Est-ce que toi, tu penses que tes études d'ingénieur, justement, elles t'ont aidé derrière dans ton parcours d'entrepreneuse? Elles m'ont aidée sur ce côté débrouille. Ok. Je suis allée dans une université un peu atypique, c'est l'UTC de Compiègne, donc, Ok. qui est réputée pour ça. Donc voilà, le premier sujet, ça faisait 15 jours qu'on est arrivé en école d'ingé, c'est tu vas fabriquer un fendeur de bûches. Ok. Alors, c'est sûr que c'était pas vraiment mon truc. Et voilà, et donc c'était l'école de la débrouille, mais sans Internet, sans Google, sans rien, quoi. Franchement, Ouais. donc c'était. Donc voilà, moi ça m'a appris voilà, c'est l'école de la débrouille, et rien que pour ça, c'est ce qui m'a le plus aidé sur tout le reste de ma carrière. Parce qu'après, tu rentres dans l'industrie, tu l'as pas apprise réellement pendant ton parcours. Donc c'est plutôt ta capacité à t'adapter, ta capacité à réfléchir, à analyser et à développer derrière. Mais oui, je garde pas une trace indélébile de ce parcours, d'école d'ingénieur. Ouais, ça t'a servi sur des grands axes, quoi. Oui, sur le développement personnel, en fait, Ok. plus qu'autre plus que chose, le reste. en fait. Et donc, après ça, donc quand tu finis tes études, tu en as un petit peu parlé avant, tu vas rentrer tu vas travailler dans l'innovation et la qualité pour le groupe Pochet, c'est ça? Oui, alors, dans l'autre sens. Ok. Parce que effectivement, donc j'ai commencé par la qualité, donc vraiment la partie opération Ok. très concrète, donc et effectivement j'avais cette envie de maîtriser, parce que effectivement quand tu suis des études d'ingénieur, on t'apprend à aller chercher la maîtrise, etc. Donc il fallait concrétiser ça. Donc la qualité pour ça c'était extraordinaire parce que ça t'offre une vue de l'entreprise dans sa globalité dès le plus jeune âge. Ouais. Et du coup, c'est pour moi, ça a été un vrai accélérateur et ça m'a permis de me découvrir et de voir que finalement, la partie maîtrise, c'était pas forcément ce qui me bottait le plus. Ouais. Et effectivement, c'est la partie plus créatrice, innovation, capacité à aller chercher avec les clients des idées nouvelles et les matérialiser derrière. Donc, les pieds dans la terre et la tête dans les nuages, c'est vraiment, si je dois résumer ma carrière, c'est ce parcours-là que j'ai fait. Je l'ai fait au fur et à mesure des années. Ok. Et qu'est-ce que, par exemple, parce que tu me disais, tu as voulu entreprendre assez jeune, tu es passé par ces études d'ingé, tu as travaillé et en fait, avant de lancer Watt, il s'est passé quand même du temps. Ouais. Est-ce que toi, avec du recul, tu aurais voulu lancer Watt plus tôt ou est-ce que justement, tu te dis, toutes ces années, elles m'ont permis justement d'en arriver là? Et aussi, comment tu pourrais conseiller quelqu'un aujourd'hui, une jeune femme, tu vois, justement, je pense en particulier là, en l'occurrence à ma copine, donc comment tu pourrais conseiller une jeune femme qui veut se lancer aujourd'hui? Est-ce que tu penses que c'est un parcours qui est le bon justement de passer par ces études-là, ensuite travailler en entreprise pour ensuite créer sa boîte, ou de se lancer plus jeune? Enfin, qu'est-ce que tu recommanderais? Alors, recommander, c'est un peu difficile parce que chacun a une maturité qui va venir plus ou moins rapidement. Alors, pour juste résumer mon parcours, avant Watt, en fait, j'ai intra-entrepris. Ok. Donc, au sein du groupe Pochet. Donc, j'ai mis en place la business unit cosmétique. Ok. Puisque Pochet, c'était surtout flaconnage pour la parfumerie. D'accord. Effectivement, il y avait tout ce développement du care qui était en train de se passer et le verre était un peu le parent pauvre du skincare. Donc voilà, donc j'ai commencé à entreprendre et à toucher un petit peu les boutons de l'entrepreneuriat, mais dans une version assez sécurisée, puisque au sein d'un grand groupe dans lequel j'étais très bien considérée. Donc effectivement, très intéressant. Et une fois cette étape-là passée, je me suis dit, bah oui, mais et si voilà, je sautais dans le grand bain et j'avais plus ces parachutes tout autour de moi pour me sécuriser. Voilà, et pour ça, il fallait l'idée. Et très franchement, cette idée, elle m'est arrivée très tardivement. Et justement, alors là, tu en arrives au point clé. C'est comment déjà est-ce que tu as cette idée-là de créer Watt et comment elle se passe un petit peu cette transition ensuite de ton travail où tu le dis, tu as ta sécurité. Alors même si tu as un train entrepris, c'est quand même différent parce que tu es au sein d'un grand groupe, donc tu es toujours un petit peu protégé alors que l'entrepreneuriat, comme tu le dis, c'est un peu le saut dans le vide pour beaucoup. Et justement, comment elle se passe un petit peu cette transition pour toi à ce moment-là? Alors l'idée, en fait, c'est venu de mes 4 filles. Moi, à titre personnel, j'ai été éduquée aux gestes de soins. Okay. Et à l'époque, ma maman n'avait pas trouvé de produit, tout comme moi, je ne trouvais pas de produit pour mes enfants après le stade bébé. Okay. Donc, c'est parti de cette question-là. Mais
pourquoi, en fait, des marques déjà très installées n'ont pas développé des produits qui correspondent à l'âge des enfants à partir de 4 ans. Donc, c'était une grande question. Donc, c'est là où j'ai commencé à tirer le fil pour essayer de comprendre. Parce que pour moi, ces gestuels de soins étaient quelque chose d'important puisque j'ai été éduquée avec ça. Donc aller chercher le pourquoi, donc c'est là où j'ai rencontré des dermatologues, des pédiatres, et qu'effectivement j'ai eu ce retour de oui, aujourd'hui il y a 30% des enfants qui ont des problématiques de peau sèche, très sèche, voire atopique pour d'autres raisons, mais qui pourraient être très bien évitées avec une hydratation sur la base quotidienne. Voilà, ça a été le déclic de dire, effectivement, il y a aucune marque ne prend la parole sur ce sujet-là et ne le traite de façon holistique. C'est-à-dire qu'au-delà de la formulation, un enfant, besoin d'hydratation, on n'est pas sur des formules extrêmement sophistiquées. On va faire des jolies formules avec des ingrédients de haute qualité, mais le bénéfice recherché, c'est de l'hydratation. Donc voilà, c'est très différent d'un anti-âge ou d'autres points qu'on va chercher en termes d'efficacité pour les adultes ou les peaux matures. Et donc c'est là où mon côté ingénieur est ressorti en disant mais oui, mais l'enfant à 4 ans, il a une gestuelle qui est très imparfaite. Ouais. Et donc si on veut qu'il soit autonome, parce que alors moi effectivement j'ai toujours travaillé, j'ai eu 4 enfants et moi mes enfants ont dû être autonomes tout de suite parce que j'avais pas le temps et que c'était aussi mon éducation et le principe de tu veux quelque chose, tu le demandes, j'irai pas le faire pour toi. Okay. Voilà, donc mes enfants étaient un peu éduqués là-dessus et donc quand on les pousse à l'autonomie, à un moment donné, il faut aussi respecter le stade où ils sont. Ouais. Et donc le côté motricité associé à l'objet qu'ils allaient consommer, c'était là où j'avais la compétence en termes d'approche packaging pour justement faire en sorte que quand ils utilisent leurs produits, ils soient en capacité de le faire. Et ça m'a passionnée parce que effectivement, personne ne l'avait fait. Personne n'avait pris conscience que mettre des produits de soins dans la main d'un enfant pouvait générer toutes ces attentes et ces besoins de succès, parce qu'un enfant ne fonctionnant qu'avec le plaisir, s'il rencontre la moindre résistance, il va arrêter. Il va passer à autre chose, il zappe. Donc tout l'enjeu, c'était de se dire, mais comment je fais un produit pour que tous les jours, il ait envie de l'utiliser et qu'il ait du plaisir avec. Ouais, bien sûr. Voilà. Je pense qu'on passera quelques extraits de toute façon des produits et on va revenir dessus après sur un peu l'aspect ludique et autres, parce que c'est vrai que c'est central et je pense que ça se ressent aussi dans l'ADN de la marque, mais dans l'ADN des personnes qui travaillent chez Watt, et on y reviendra juste après. Et justement, donc tu décides de lancer Watt, tu as l'idée, tu as tout ça qui se confirme. Comment elle se passe un petit peu cette transition-là entre justement tu vois, le passage du salariat entre guillemets à l'entrepreneuriat? Pour toi, cette période-là, est-ce que justement, comment tes collègues de travail ressentent ça, comment ton entourage ressent ça, comment ça se passe? Et aussi, justement, tu le disais, parce que donc, tes filles, tu les as eues avant d'entreprendre. Oui. Et comment toi, t'anticipes ça un petit peu en tant que maman? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu vois, tu t'appréhendes un petit peu cette transition-là? Oui, alors effectivement, ça a été compliqué dans le sens où j'avais très, très envie d'y aller. Si j'avais eu 25 ans, c'était un non-sujet. Je veux dire, je fonçais et c'est effectivement quand tu entreprends à 48 ans. Moi, j'avais en plus les 2 dernières que j'ai eues assez tard, qui étaient encore en bas âge. Voilà, il y a cette notion de responsabilité qui est quand même au cœur des décisions et de dire est-ce que ma décision, moi, je suis capable à titre personnel d'encaisser le fait que ça ne puisse pas fonctionner, mais est-ce que voilà, pour toute ma famille, je suis prête à prendre ce risque. Et donc effectivement, j'ai eu on va dire 6 mois de traversée, pas du désert, mais de traversée de réflexion et de questions, j'y vais pas, etc. Jusqu'au jour où je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais et j'aurai ce regret. Donc il faut que je le fasse. Okay. Et j'ai pris mes enfants avec mon mari, qui lui-même était a entrepris à 50 ans. Donc on est quand même 2 personnes un peu spéciales. Et voilà, et on a expliqué à nos enfants pourquoi on le faisait maintenant. Et ça a été aussi un moment
important parce que nos enfants étaient en capacité de comprendre. Ils nous ont dit vous êtes fous et ça nous a fait marrer. On a dit oui mais voilà, nous on a aussi envie de vous montrer que finalement il n'y a pas d'âge quand on a un projet et que il faut aller au bout. Donc voilà, donc je pense qu'on a aussi transmis à ce moment-là quelque chose d'important à nos enfants. Ils sont toujours très supportifs. Okay. C'est-à-dire c'est pas leur projet. C'est le projet de maman ou c'est le projet de papa. Mais en fait, ils nous observent. On le voit, ils nous observent dans ce parcours et ils apprennent. Donc c'est aussi chouette de se dire qu'on peut transmettre aussi cette valeur travail, cette valeur d'entrepreneuriat à ses enfants dans un projet tel que celui-ci. Ouais. Ok. Et du coup, là, c'était un peu l'aspect familial. Du coup, comme tu dis, vous êtes assez soudés parce que vous supportez les uns les autres et dans cette aventure-là. Ouais. Et à ce moment-là, toi, au niveau de travail, comment ça se passe? Comment tes collègues ils le ressentent? Est-ce qu'il y a un jugement qui est fait par rapport à ça oui, ou pas du tout? Mais t'es folle. Ouais. T'es folle. Attends, t'as un super poste, t'es membre de board, t'es très bien considéré par... donc j'étais dans une boîte familiale, donc voilà, avec toute sa dimension, on va dire, pas affective, mais un peu, en tout cas émotionnelle liée à ça. Une longue carrière dans cette société aussi, donc c'était quitté. Et en fait, on a trouvé un moyen que ce soit une continuité. Donc c'est là où ça a été, ça n'a pas été un arrêt brutal, puisque cette même famille m'a accompagnée aussi dans mon projet. Donc ça a été chouette parce que ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que effectivement tout mon entourage, mes amis, mes collègues de travail proches, c'était mais qu'est-ce que tu t'embêtes à partir maintenant quoi, à faire ça maintenant. Quand tu dis ils t'ont accompagné, ils l'ont fait comment un petit peu à ce moment-là? Déjà ils m'ont permis d'incuber le projet pendant quelques mois. Avant mon départ, et puis ensuite il y a aussi un accompagnement. Voilà, ils restent proches. Ils restent proches. Ouais, donc c'est important. Tu as eu du soutien des deux côtés, ça t'a permis aussi de. Oui, ça m'a permis de le faire. Voilà, je ne voulais pas arrêter quelque chose pour faire autre chose. Il fallait que ce soit une continuité. Ça l'est dans le travail intrinsèque, puisque ce métier d'ingénieur que j'ai exercé, je peux l'exercer sur une problématique nouvelle. C'est la motricité de l'enfant versus le packaging, et également avec les gens que j'ai côtoyés, avec lesquels j'ai grandi, finalement, de pouvoir faire en sorte que ça continue derrière, c'était aussi important pour moi. Ok. Et alors, je reviens un petit peu sur, tu vois, on en a parlé tout à l'heure. À la création, il y a aussi cet aspect ludique à vos produits. Ouais. Comme je disais, on va passer des exemples un petit peu, notamment je pense à la chantilly lavante, qui est quand même une innovation en soi. Alors il y en a d'autres, bien sûr, mais comment tu as l'idée à ce moment-là d'avoir, et est-ce que c'est pas complexe aussi au lancement d'aller trouver ces produits-là? Comment tu trouves ces idées de la chantilly lavante, qui est en fait une bouteille comme une bouteille de chantilly, mais où c'est une mousse lavante à l'intérieur. Comment tu imagines tout ça, ces produits? Est-ce qu'ils viennent au fur et à mesure, ou est-ce que direct avant de lancer Watt, tu as quelques produits en tête? Comment ça se passe un petit peu la création? Alors, il y a un peu de tout, mais pour l'exemple de la chantilly, c'est justement dans cette période transitoire entre mon ancien job et la création de Watt. En fait, moi, je partais la semaine, je laissais mes enfants la semaine parce que le siège était à Paris, donc je travaillais au siège. Et donc, les enfants savaient que j'allais revenir pour créer Watt. Et donc, ma numéro 3, pour que je revienne plus vite, en fait, me faisait des dessins de produits. Ok. Voilà, et donc quand j'arrivais le vendredi, j'avais la pile sur l'oreiller des dessins créatifs de ma numéro 3, et dans lequel il y avait cette chantilly lavante, alors écrit chantilly avec plein de fautes d'orthographe, c'était un hibou, donc il y avait de la mousse qui sortait d'un hibou, enfin voilà, il fallait un peu se projeter, mais voilà, donc la chantilly lavante, en fait, c'est ma numéro 3 qui me l'a inspirée. Et après, les autres produits, c'est aussi les rencontres avec les gens avec qui je travaille, qui me font des propositions. De ces propositions, soit au niveau de la formule, de la texture ou de la forme en fait, ou du design, ça fait tilt avec soit une expérience personnelle avec mes enfants, ou de choses où ça fait sens parce que c'est dans l'univers de l'enfant. Donc un enfant, pour qu'il puisse effectivement avoir du plaisir et être confort avec un objet, il faut que ça fasse partie de son quotidien. Soit on le surprend, mais il va falloir qu'il se raccroche à quelque chose qu'il connaît, ou soit on risque de passer à côté.
Donc c'est assez tenu. Donc c'est un jeu entre l'observation, savoir écouter ses enfants, et puis toute la partie, on va dire, hard qu'il y a derrière, c'est des formules et des packaging qui permettent de délivrer toute l'expérience, quoi. Donc c'est difficile à définir. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça s'appelle innovation, c'est qu'il n'y a pas de contour, il n'y a pas de méthode, il y a on se dit évident. Tout comme le nom des produits. Par exemple, le nom des produits, moi je l'avais imaginé, je pense au pinceau parfumant. Donc, il y a un pinceau rechargeable, comme un pinceau, un stylo plume qu'on va recharger avec des cartouches. Et en fait, moi je voulais raconter l'histoire du parfum aux enfants au travers de cet objet. Donc je l'avais appelé mon parfum d'histoire, parce que l'envie de raconter l'histoire. Et j'arrive et je présente l'objet à ma fille, toujours la numéro 3, qui est quand même la plus créative des 4. Et elle me regarde, elle me dit, mais non, c'est un parfum d'artiste. Un pinceau, c'est un artiste qui tient un pinceau. La production des décors était en cours, j'ai tout arrêté. Et je me suis dit, c'est évident, en fait. Si je n'adapte pas mon langage à ce qui est évident pour l'enfant, comment je vais réussir à l'intéresser finalement au sujet. Okay. Voilà, donc ça c'est des petites anecdotes, mais voilà, et c'est là où c'est passionnant parce que le regard d'un enfant, il est toujours d'une exactitude et d'une évidence. A posteriori, c'est là où on voit qu'en tant qu'adulte, on sophistique et on se sophistique au fur et à mesure, alors qu'un enfant, c'est toujours très clair, très limpide, très évident. Voilà, et donc chez Watt, ça nous oblige à faire extrêmement attention à ça. Et dans le choix des produits, dans le choix du design, c'est des éléments extrêmement clés. Donc on a besoin des enfants quand même pour bien faire notre travail. À l'heure actuelle, c'est un peu toujours ta directrice artistique oui, elle reste quand même assez avec un œil assez affûté sur le sujet. Tu la concertes pour certains designs de produits ou les noms. Oui. En fait, généralement, quand j'ai une idée, je pose le concept et je vois la réaction. Donc, si ça fait pas waouh, je sais que ça, voilà, on n'y sera pas. Alors après, tous les produits ne peuvent pas être waouh. Par exemple, les crèmes hydratantes, c'est sérieux. Là, on n'est plus sur quelque chose de... déjà, il faut que ça tienne bien dans la main, il faut qu'il y ait la force dans le doigt pour qu'il puisse l'actionner tout seul comme un grand. Voilà, là, on est un peu plus ingénieur sur des produits qui sont techniques et essentiels. On va s'amuser un petit peu plus sur des produits d'hygiène ou un parfum qui n'est pas vraiment un produit ultra essentiel. Voilà, donc on twiste un petit peu en fonction de l'importance du sujet. Ok. Et alors, au départ, quand tu lances Watt, comment ça se passe ? Comment, au tout début, tu arrives à avoir déjà tes premiers clients ? Est-ce que c'est l'entourage, le bouche à oreille ? Est-ce que très vite ça marche ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu vraiment la genèse de alors, on a démarré tout de suite en affichant quand même une ambition. C'est-à-dire qu'on a ouvert une boutique d'un mois à Beaugrenelle. Voilà, un 30 mètres carrés. Donc, on a matérialisé le projet sur un 30 mètres carrés. Donc, et on est resté pendant un mois pour rencontrer nos clients, savoir qui ils étaient. On l'avait imaginé, est-ce que c'était bien celui-ci ? Donc, on avait fait une boutique très expérientielle. Il y avait une cabine de douche à bulles, avec donc il y avait une machine à bulles qui pulsait. Il y avait des petits miroirs, donc un côté pupitre d'école pour apprendre les petites chaises de soins. Il y avait également un lavabo avec un pommeau de douche sous forme de nuage. Voilà, on a essayé de créer l'univers Watt tel que moi je l'avais imaginé dans ce projet, et on a fait aussi beaucoup d'animations. Donc on a eu le petit robot Pepper qui est venu interagir avec les enfants. Donc voilà, donc tous les jours il se passait quelque chose. Et voilà, nos premières ventes, on les a faites là. Ok, donc dans une boutique, au départ, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on se dirait que c'est presque contre-intuitif d'aller justement aller en physique. Et on commencerait, tu vois, par du e-commerce et autres. Et comment tu fais... c'était avant le Covid. Ouais, voilà. Et comment tu fais cette transition, justement est-ce qu'elle arrive rapidement après ou est-ce qu'elle se fait pratiquement en même temps ? Alors, elle était concomitante pour le lancement. Mais clairement, pour moi, un produit pour enfants, donc il y a l'utilisation par l'enfant, mais avant ça, il y a à convaincre le parent que c'est utile, enfin du pourquoi. Donc, ce pourquoi pour un enfant, pour avoir été maman, c'est tu vas en pharmacie, tu as besoin de conseils sur la peau d'abord de ton bébé,
Et ensuite, la logique, tu es déjà en pharmacie, tu continues en pharmacie. Donc pour moi, le lieu physique était un endroit incontournable d'assurance et de réassurance sur la légitimité de prendre soin de la peau d'un enfant, donc porté par le corps médical, et le lieu où la maman, je parle souvent de la maman parce que c'est 95% des acheteuses sur le site sont des mamans. Ouais. Donc voilà, donc c'était... on l'a fait au même moment, on a sorti notre site au même moment qu'on est arrivé à Beaugrenelle. Mais c'est vrai que moi, dans mon business plan, la partie retail était une partie très, très, très importante. Le digital était un peu plutôt un axe de communication, d'animation, d'interaction. Je ne l'avais pas imaginé comme un centre de profit à part entière. En tout cas, pas au niveau que c'est devenu. Et effectivement, le Covid a tout bouleversé. Pour moi, le Covid, ça a été un arrêt sur image où tout ce que j'avais imaginé, il fallait que je le réadresse, que je le repense parce que ça n'allait pas se passer comme ça. Voilà. Donc du jour au lendemain... j'ai dû devenir digital. Okay. Donc, j'étais pas sur Facebook, j'étais pas sur LinkedIn, j'étais pas sur Instagram, à titre personnel. Donc, j'étais pas réseaux sociaux, mais du tout, une once. Je pensais un peu LinkedIn parce qu'il y avait un côté professionnel qui m'allait bien. Donc il a fallu s'y mettre. Okay. Et ça, donc, toi, ça arrive combien de temps exactement après le lancement ? Watt a été lancé en février 2019. Ouais, donc vraiment un an après. Ouais, exactement. Ok. Et du coup, toi, comment tu gères ça en tant que fondatrice ? Justement cette période-là, donc tu me dis que tu dois tout réadapter. Et à cette période-là, déjà, est-ce que tu as structuré ? Est-ce que vous êtes déjà une petite équipe ou Alors, on est 3 à ce moment-là. Effectivement, moi qui suis plus ingénieure, mais j'avais besoin sur toute la partie marketing, communication, c'était absolument pas mon métier d'avant. Ouais. Alors, je le faisais indirectement, parce que quand on dirige l'innovation, forcément, il faut convaincre que c'est une innovation qui a un potentiel, marché, etc. Donc, forcément, on développe beaucoup d'argumentaires, mais de là à faire une promotion marketing d'une marque, voilà, moi, j'ai découvert, j'ai appris en marchant. Quand on dit le pas à pas, ça a été le pas à pas pour moi aussi, dans un nouveau métier que celui d'une création de marque et du développement d'une marque. Donc je m'entoure d'une responsable marketing et communication et très vite également d'une responsable commerciale plutôt orientée retail. Voilà. Et j'avais une personne sur l'export parce que le projet était très ambitieux, en se disant, on entreprend tard, donc il faut rattraper le temps perdu quand même. Ouais. Donc voilà, projet qui a été tout de suite dimensionné international, France et international. Donc j'avais une personne en externe qui m'aidait sur la partie export. Ok. Voilà. Donc quand tu arrives, là tu me l'as dit, à cette période de Covid, vous, ça marque un tournant pour la marque sur tout retail du coup. Ouais. Où tu avais un peu tout imaginé, notamment par le biais de l'expérience, comme tu le disais juste avant. Et alors, comment ça se passe ? Parce que pour beaucoup de marques, mine de rien, sur la partie digitale, ça a eu un impact positif, en fait. Oui. Alors, même justement pour celles qui avaient des boutiques, etc., c'était compliqué, mais la plupart qui ont su se réorienter en digital, elles ont eu des progressions énormes. Est-ce que vous, ça a été votre cas aussi ? Ou est-ce que, justement... Oui, quand il n'y a eu plus que le digital pour interagir avec nos clients, le digital a fait x5 quasiment du jour au lendemain. Ouais. Donc, mais ce n'était pas au niveau du business plan tel qu'il avait été imaginé. Donc, il a fallu complètement se reprogrammer. Voilà. Et ça a été dur parce que un ingénieur, par définition, il se met des objectifs et il aime bien que on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Donc là, c'était un peu compliqué parce qu'on n'avait pas tous les moyens pour pouvoir faire. Donc là, j'ai appris à me déprogrammer, me reprogrammer. Et je fais ça en permanence maintenant. Ouais. Voilà, parce que l'entrepreneuriat, c'est de la déprogrammation et de la programmation permanente. Ouais. Ça ne se passe jamais comme prévu. Et donc, il faut avoir cette agilité. Pas renoncer facilement, parce que mais il faut savoir le faire. Voilà. Ouais, savoir être résilient et comme tu le dis, je pense que l'entrepreneuriat de manière générale, c'est savoir se réinventer aussi et s'adapter tout le temps. Quoi. Exactement. Alors, si on avance un petit peu dans le temps maintenant, là, à l'occasion de la sortie bébé qui est arrivée très récemment, on a eu l'occasion donc vous avez fait un événement presse
à Paris, Ouais. auquel justement j'ai été convié et ça m'a permis de voir un petit peu plus Eh l'équipe oui. Watt parce que forcément, donc, La je Watt connaissais, Family. c'est ça, je connaissais Ouais. certaines personnes, mais je connaissais pas tout le monde non plus. Et j'ai pu rencontrer à ce moment-là aussi certains de tes investisseurs Ouais, que tu m'as ouais, présentés. ouais. Vous, comment ça s'est passé un petit peu? À quel moment tu as commencé à réfléchir à ça, de lever des fonds, d'aller chercher Tout de suite. dès le départ, vous Dès le cherchez à lever des départ, fonds? en fait, c'est assez mathématique. C'est-à-dire que quand tu te dis je veux être en retail, eh ben, pour être en retail, il faut que tu puisses émerger de l'étagère. Donc tu ne peux pas lancer une marque avec 3 produits. Ouais. Parce que 3 produits sur une étagère, déjà qu'on ne connaît pas, on ne va pas te voir. Donc voilà. Donc en fait, tout se construit de l'ambition que tu mets par rapport à ton projet. Donc, Ok. donc voilà, donc c'était je veux être en retail. Donc voilà, donc ça impose un certain nombre de produits. Je veux être à l'export. Donc ça impose certains lieux de distribution pour être visible depuis l'export. Voilà, donc il y a plein de choses qui se sont greffées et à la fin, il y a le calcul et se dire, bon, qu'est-ce que j'ai dans ma poche Ouais. à titre personnel, mes proches qui croient avec moi à ce projet pour l'amener là où j'ai envie de l'amener. Ok. Voilà. Et par rapport à ça, toi, est-ce que tu cherches des profils quand tu commences à te renseigner? Est-ce que tu cherches plus des fonds ou est-ce que tu te diriges plutôt vers des investisseurs type business angel ou autre, ou vers les banques, ou comment ça se passe? Alors ça a été un combo de Friends and Family, Ok, Love Money on va dire, et banque. ok, Que tout de suite, je rencontre le réseau Entreprendre, donc, ok, où je suis lauréate, ce qui m'a ouvert aussi beaucoup de portes. Et le choix, effectivement, plutôt d'un profil d'investisseur plutôt moyen terme, parce que construire une marque, c'est long, quoi. C'est long, ça se fait pas. Il y en a certaines qui réussissent de façon exceptionnelle, mais il y en a très très peu. Voilà, vu mon âge aussi, voilà, on sait que les choses qui sont très pique, ça dure pas. Et donc, moi, je m'étais dit, ce projet-là, il est pas là pour le temps que je m'en occupe, il est là pour longtemps, en fait. Donc, voilà, donc cette ambition-là, il fallait financièrement la porter et il n'y avait pas le choix, quoi. Il n'y avait pas le choix, c'était ce choix-là. ok. Et à ce niveau-là, tu vois, nous, on le voit dans le milieu startup et avec pas mal d'e-commerce aussi. Ça arrive que parfois, quand tu es des investisseurs qui rentrent dans les entreprises, ça oblige à changer un petit peu la culture de l'entreprise. Toi, tu m'as expliqué que c'était quelque chose qui était un peu, enfin, c'est l'ADN concrètement de Watt. Vous avez une culture qui est très forte. Est-ce que toi, c'est l'arrivée d'investisseurs, ça t'a obligé à changer un petit peu, à modifier certaines choses que tu avais imaginées, ou pas du tout, justement, ils t'ont laissé libre cours Non, en fait, c'est là où j'ai gardé un peu mes réflexes de mon parcours d'avant. C'est-à-dire que moi, d'entrée de jeu, il y a eu un comité stratégique. Ok. Effectivement, les gens qui m'ont entouré, j'ai veillé à ce qu'il y ait de l'apport et en fait, cet écosystème soit rassurant aussi pour ceux qui voulaient investir. Donc oui, il y a eu un choix. C'est pas, je suis pas allée chercher de l'argent. Je suis allée chercher, oui, enfin, in fine, il y avait de l'argent associé, mais des personnes qui étaient capables de m'apporter ce que moi je ne savais pas faire ou une expérience que moi je n'avais pas. Et ça, on le trouve pas dans un fonds. Okay. En tout cas, et moi j'étais pas prête pour ça en fait, tout simplement. Ça me faisait même peur parce que la finance, etc. Voilà, je savais pas du tout les codes. Voilà, c'était le côté très ingénieur, c'est je vais développer des produits, je vais développer une marque, une identité, et cette dimension financière extrêmement codifiée. Donc discuter avec ce type de personnes pour moi était un peu compliqué. Je l'ai fait, je m'y suis confrontée, mais finalement ça m'a confortée dans le fait que j'étais pas prête pour ça, en tout cas pas à ce stade du projet. Ouais. Et puis tu parlais du réseau Entreprendre. Nous on a un peu travaillé à une période avec le réseau Entreprendre du Var du coup. Ouais. Et c'est vrai que c'est en général ils sont assez pédagogues sur plein de sujets. Tu peux rencontrer des gens qui sont assez inspirants aussi là-bas. Qui sont au réseau. Donc je pense que c'est aussi une bonne manière de se diriger vers les bonnes personnes quand tu veux trouver des fonds dans un premier temps. Absolument. Et alors si on reste un petit peu sur la culture d'entreprise, je le disais juste avant, vous avez une culture d'entreprise qui est assez forte, qui se ressent aussi dans les personnes de l'équipe de Watt. Oui. Est-ce que toi justement en tant que fondatrice, c'est un peu un critère? Est-ce que tu vois, tu l'as défini quand tu veux embaucher de nouvelles personnes? Est-ce que tu regardes aussi ces choses-là? Est-ce que cette personne, elle peut correspondre à l'ADN de notre marque? Ou est-ce que ça se fait plus... Alors, est-ce que justement, vous avez des critères bien définis? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu sens plus au feeling, tu vois? Est-ce que tu le fais un peu? Alors, moi, en construisant Watt, donc je savais que j'allais devoir m'entourer de personnes. Donc, d'entrée de jeu, j'ai défini mes valeurs. J'en ai 4.
Donc c'est l'audace, la passion pour le client, le sens du collectif, et forcément c'est toujours la quatrième, oui, et l'honnêteté et le respect. Ok. Voilà. Donc moi quand j'embauche, voilà, il faut que ça couvre les quatre aspects soient couverts, parce que ça me garantit qu'on a un tronc commun, enfin, on a quelque chose qui nous lie entre nous. Donc non, c'est pas le fruit du hasard. c'est un fit avec des valeurs qui sont les miennes et que je veux donner à cette société pour qu'elle grandisse bien. Je pense que pour moi, c'est le socle. En tout cas, c'est ce que j'avais dans mes boîtes précédentes. Alors, c'était pas tout à fait les mêmes valeurs, c'était pas dit de la même façon, mais en tout cas, se caler par rapport à un socle, c'est super important quand on veut amener un projet loin. Et surtout, plus il est ambitieux, plus c'est crucial. Non, c'est clair. Et comment tu l'orientes, du coup, tu vois, dans des questions, par exemple, donc on va reprendre cet exemple d'une personne qui souhaiterait monter sa boîte, etc. Ce serait quoi un peu les conseils que tu pourrais donner dans le recrutement pour orienter sur ces types de profils? On veut avoir des profils qui nous correspondent. Tu vois, tu le disais, je pense que c'est essentiel de trouver des personnes avec un socle enfin, en tout cas des fondamentaux qui nous ressemblent, des bases solides comme ça. C'est ce qui nous permet de créer une équipe forte. Oui. Et c'est le cas chez Watt. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils un petit peu comment tu le structures? Donc, tu t'as donné des valeurs fondamentales. Oui. Comment tu structures ça un petit peu au niveau, est-ce que c'est au niveau des entretiens ou autre dans le recrutement? Oui, ça en fait partie. On va tester en fait ces 4 points-là au travers de questions, au travers d'expériences que les personnes ont pu avoir. Et puis, on façonne aussi. Donc, c'est la capacité à la personne de se façonner parce que on a embauché des jeunes profils qui sortaient de l'école, donc difficile, qui n'avaient pas forcément l'expérience. Donc, c'est voir le match possible et la capacité de la personne à s'adapter en fait aux besoins de la société. Voilà, donc ça, effectivement, ça nécessite peut-être un peu d'expérience. Pour moi, le conseil, c'est se fixer effectivement ses fondamentaux et lors des entretiens, vraiment d'aller les tester pour être sûr de ne pas se tromper. Et alors, au quotidien, justement, comment toi, tu arrives à manager et à gérer cette équipe pour maintenir cette identité-là que vous avez? Donc, vous avez 2 sièges, puisque vous avez le siège au Touquet, oui. Vous avez des bureaux aussi à Paris. Oui. Comment ça se passe? Parce que donc, vous avez des événements physiques, vous avez, voilà. Comment tu arrives à maintenir ça en tant que fondatrice, toi, à maintenir cette culture d'entreprise après dans la gestion? C'est compliqué, c'est compliqué, c'est pas facile, mais par contre, je dirais que heureusement, en fait, les personnes me le rappellent régulièrement parce que effectivement souvent on est pris dans le flot des événements, de l'actualité de la société, etc. Et parfois ça peut passer en second plan. Donc heureusement qu'il y a le petit drapeau qui s'agite à certains moments. Donc comment concrètement on le fait? C'est d'essayer d'être présent le plus possible. Par téléphone, par visio, physiquement, et puis d'impliquer les personnes aussi dans les réflexions, parce qu'on infuse, en fait, sans le vouloir, on infuse, donc c'est une façon de le faire. Et puis on se fait aussi des séminaires. Donc on a un séminaire tous les trimestres avec l'ensemble de l'équipe. Donc on est 12 personnes aujourd'hui, donc ça reste à taille humaine. Avec des thématiques suivant les cycles de l'année, et un séminaire team building une fois par an où c'est que du team building pour justement resserrer les liens, parce que deux sites c'est complexe. Ça l'est pour des très grosses boîtes, ça l'est pour des petites boîtes aussi. Voilà. Et on a des profils aussi parfois très, très juniors, donc il faut aussi s'en occuper. Ils s'occupent de notre boîte, mais il faut s'occuper d'eux aussi. Voilà. Alors maintenant, on va passer un petit peu à la partie marketing et visibilité. Oui. Comme je l'ai dit un petit peu au début du podcast, nous, ça fait du coup un peu plus d'1 an aujourd'hui qu'on travaille ensemble sur la partie d'email marketing. Donc on est assez contents parce que ça se passe bien. Les chiffres, ils sont... Belle performance sur la fidélisation. Voilà, on a d'assez bonnes performances. Et j'ai d'autres chiffres alors sur vous. Donc déjà, oui, pour la partie d'email marketing, nous, on était super contents de la collaboration parce que là, on a eu le point annuel justement avec certaines personnes de l'équipe où on a vu que le chiffre d'affaires avait doublé. Du coup, sur la partie email marketing, pour la partie un peu auto-promo. Absolument, et il faut le faire. Et alors, entre... Félicitations d'ailleurs, parce que c'est un gros travail. C'est un travail de... Enfin, c'est pas par hasard, quoi. Moi, je me suis rendu compte que c'est
plein de petites briques et si c'est pas bien assemblé, ça tient pas la route, quoi. Donc là, je pense qu'il y a vraiment il y a eu un assemblage qui délivre, et chapeau, quoi, parce que c'est pas évident. Je pense qu'en plus, tu vois, et on en parle souvent avec Camille, Agathe et Louise, mais c'est vrai que je pense que, comme tu le disais, par rapport au matching des qualités de chacun et un peu l'identité de chacun, ça se ressent aussi dans les collaborations. C'est-à-dire que nous, tu vois, on se retrouve et en fait, là, la relation qu'on a réussi à tisser avec vous, elle est pas, ça s'est pas fait par hasard aussi. Et si on a des tels résultats, c'est aussi parce que humainement, on s'entend bien, je pense. Et c'est quelque chose que nous, on trouve essentiel, tu vois, dans nos collaborations. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on arrive à avoir des bons résultats. C'est parce que, tu vois, ça matche bien aussi. Et puis, il y a cette dimension, justement, dans les valeurs, quand je dis respect, c'est respect et honnêteté. C'est à un moment donné, si on sait poser les choses, qu'elles soient agréables ou désagréables, agréables c'est toujours mieux, mais désagréables, on se donne une chance de faire quelque chose, quoi. Et si on ne le dit pas, eh bien, il y a une insatisfaction et du coup une perte de confiance qui fait qu'à la fin, ça s'étiole, quoi. Donc, non, c'est clair. Et là, je pense qu'effectivement, il y a cette honnêteté dans tout ce qui est construit. C'est mesuré, ça marche, c'est bien, ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis on reteste autre chose, et c'est comme ça que les choses ont pu avancer dans le bon sens. Oui, bien sûr, bien sûr. Et alors justement, parce qu'on a parlé donc au départ le lancement, l'acquisition des premiers clients, comment est-ce que toi, tu as géré un petit peu ça sur le développement, du coup, donc pendant le Covid et post-Covid, sur l'ouverture à différents canaux? Tu m'as dit que tu avais recruté une personne à ce moment-là, au départ en tout cas, sur la partie marketing. Est-ce que c'est elle qui a géré tout ça? Comment ça s'est organisé un petit peu le développement? Oui. Alors au départ, rien n'était interdit. Okay. C'est-à-dire que moi, je me suis fait surprendre. Il y avait des canaux que j'avais absolument pas imaginés. C'était le concept store enfant. Okay. Pas évident de le dire aujourd'hui, mais donc ça, c'est venu via les réseaux sociaux. Donc ça fait partie des choses extrêmement surprenantes et positives. C'est que notre business, on l'a commencé avec les concept store enfants. Okay. Parce qu'effectivement, et c'est logique, c'était très logique, où la maman, elle arrive, quand elle rentre dans un concept store pour enfants, elle arrive dans une logique où elle veut des choses adaptées à son enfant. Donc voilà. Donc certes, il n'y a pas la caution médicale, mais il y a cette dimension parentalité qui est aussi extrêmement forte chez Watt. Donc en fait, on a les deux. C'est science, mais parentalité qui cohabitent. Après, il y a tout ce qui est hôtel-spa. Là aussi, hôtel-spa, institut, je mets tout ça. Okay. Donc là aussi, moi, je l'avais un peu imaginé, mais ça me semblait pas forcément pertinent. Or, aujourd'hui, effectivement, post-Covid, la dimension bien-être, c'est pas un nice to have, c'est quelque chose qui fait partie maintenant de notre quotidien. C'est de se dire, pour bien grandir, il faut quand même qu'on se sente bien. Et donc, le fameux care, il est aussi porté par ces canaux de distribution. Donc ça, c'est venu à nous aussi. Donc on ne s'est rien interdit. Après, il y avait tout ce qui est parfumerie sélective. Okay. Donc là aussi, on ne se l'était pas interdit, même si c'est un peu éloigné parce que déjà, il n'y a quasiment pas de rayon pour destiner aux enfants. Enfin, un petit rayon parfum avec quelques marques, mais pas du tout un core business sur ce canal de distribution. Mais là aussi, on est allé, donc on a fait un bout de chemin et on continue avec Beauty Success et Nocibé. Voilà, donc en gros, quand on arrive sur une catégorie qui n'existe pas, pour moi, fallait laisser ouvert, voir ce qui faisait sens, pour après rationaliser, parce que aujourd'hui, ça fait 4 ans et demi, régulièrement on fait des sondages avec notre communauté, justement on leur demande, vous voulez nous voir où ? Aujourd'hui, il y a plus de 60%, ils veulent nous voir en pharmacie. Donc ouais. ça rejoint notre stratégie, mais dans ces périodes qui ont été super agitées, le fait d'être resté large nous a permis aussi de tester beaucoup de choses et de voir qu'on pouvait aussi exister autre part qu'en pharmacie sans pour autant être décatégorisé. Donc plus de 1000 points de vente, vous êtes présent dans plus de 1000 points de vente en France. Absolument. Et aussi à l'étranger, à l'international. Ouais. Donc plusieurs pays d'Europe et Turquie, Chine et États-Unis. Oui, Grèce également. Grèce, ouais. Okay. Donc en Asie, donc Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Taïwan. Okay. Développe très bien Taïwan. Voilà. Et de l'autre côté, donc aux États-Unis, on est dans des superbes enseignes comme Saks, Neiman Marcus. Okay. Voilà. Mais pour l'instant, on est plutôt axé sur la zone Asie, puisque c'est là où on a commencé, où on a voulu commencer.
pour des bonnes raisons. Oui. Alors, ouais, pardon. Et comment, du coup, tu passes donc, tu m'avais dit que la vision internationale, elle y Oui. était dès le départ. Oui. Et comment tu concrétises ça, justement, comment tu arrives à passer d'échelle nationale à vraiment présent dans plusieurs pays partout dans le monde, quoi. Alors, donc, c'était une volonté dès le départ. Donc, pour aller à l'étranger, il fallait qu'on soit présent dans des enseignes bien spécifiques, notamment au bon marché. Et donc, on a eu la chance quand même de rentrer au bon marché. On n'avait même pas 6 mois d'existence. Et on y est toujours et ça fonctionne super bien. Donc voilà, donc il fallait être présent dans des lieux très emblématiques, très appréciés des étrangers pour montrer que nous étions ou nous allions être une marque qui compte. Voilà. Ok. Donc ça, c'est un des points. Le deuxième, c'est vraiment une volonté farouche, affichée. Donc, c'est aussi mettre des moyens, c'est faire des études de marché, c'est également rencontrer des distributeurs avec lesquels on va introduire la marque sur le marché. Et puis, c'est surtout expliquer le pourquoi. Donc, et le pourquoi, la Chine, c'est avant tout déjà un marché plus mature sur le soin pour enfants comparé à l'Europe. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est la peau en fait asiatique en fait est une peau pigmentée et chez l'enfant en fait ces pigments sont un peu déstructurés et donc génèrent des problématiques de peau de façon beaucoup plus visible et beaucoup plus importante que sur les peaux caucasiennes. Il y a un vrai besoin qui est plus connu et reconnu sur cette zone. Et puis l'effet volume aussi, pour une petite marque, il faut pouvoir grandir vite, faire du volume pour pouvoir aussi avoir des résultats et des équations économiques viables. Donc c'était aussi un facteur d'accélération beaucoup plus rapide. Donc marché mature, qui dit mature dit qui se développe plus vite que la France, où on sait que ce sont des marchés beaucoup plus complexes, qui prennent du temps. Là, pour le coup, ça se vérifie. Okay. Voilà. Et alors toi, du coup, comment tu rends ça pour être très, très concret? Comment déjà, tu as parlé du bon marché, comment ça se passe quand on veut avoir ces produits là-bas? Qui est-ce qu'on contacte? Comment ça se passe exactement quand on veut avoir sa marque? Alors, on a beaucoup utilisé le digital. Okay. On utilise LinkedIn. On utilise des salons. Donc, on a fait des salons professionnels. Donc, on a fait le Playtime, qui est un salon destiné plutôt à la mode enfant ou à l'enfance en général. Okay. Faut le faire savoir. Okay. Et après, essayer d'obtenir les rendez-vous. Ça prend du temps, c'est parfois le gros coup de cœur, donc là, tout le monde est... Voilà, c'est un accélérateur immédiat. Puis à d'autres moments, ça prend du temps. Ouais. Ça prend beaucoup de temps. On ne rencontre pas les bonnes personnes, ça ne matche pas, c'est pas le bon tempo. Nous, on a notre rythme, mais il est à une vitesse grand V, circuit automobile, et de l'autre côté, ils sont dans leur cycle. Et quand c'est pas le moment, c'est pas le moment, quoi. Donc on range son frein parce qu'on se dit, mais c'est tellement évident. Oui, mais c'est pas évident pour l'autre partie. En tout cas, pas tout de suite. Et puis après, on a aussi des retours. Grandissez un peu et vous reviendrez me voir. Ça, on a bien aimé ces moments-là. Après, comme tu le disais tout à l'heure, c'est faire preuve de résilience et continuer. Voilà, c'est tout. Quoi. Exactement. Et alors, tu as eu l'occasion, du coup, parce que tu m'as appris une chose là sur les pigments de peau dans les pays asiatiques. Toi, tu as eu l'occasion, du coup, de visiter un peu. Je pense que tu vas pas à chaque ouverture de nouveaux stores là-bas, mais est-ce que tu t'es rendu un petit peu Alors, sur place? avant d'aller en Chine, j'ai fait un voyage d'études. Okay. Je suis restée 15 jours. J'ai fait le tour, j'ai regardé, j'ai commencé à rencontrer du monde, voir ceux qui pouvaient m'aider sur... notamment, on a organisé un grand salon. Là aussi, on a refait une boutique en Chine lors d'un salon qui s'appelle le CBME. C'est le grand salon annuel de l'enfance. Okay. Donc, c'est une ville. Voilà, donc tout simplement. Donc on était sur le pavillon innovation, donc on a eu beaucoup de chance. Pour ça, j'étais accompagnée d'un de mes investisseurs très implanté en Asie. Donc ça nous a permis de recréer aussi une boutique qui permettait de montrer tout ce que la marque était en capacité de pouvoir donner. Et c'est comme ça qu'on a rencontré nos distributeurs. Okay. On les a invités sur ce stand. T'as des anecdotes un peu rigolotes à nous raconter sur tes différents voyages, que ce soit en Asie ou même aux États-Unis ou autres
pendant tes déplacements Rigolote, pas tant que ça. Moi, je suis quelqu'un d'assez sérieux, donc non, on y va, on étudie. Non, en fait, ça s'est bien passé à chaque fois. Ok. C'est des jolies rencontres. Non, assez conventionnel, en fait. Ok. Si, à part, si, alors la seule anecdote, c'est effectivement le repas de signature du contrat où il faut manger des pâtes de poulet. Ça, c'est un peu raide. Ah, donc c'est pas un mythe. C'est pas un mythe. Ça existe vraiment. Ah, ça existe Ok. vraiment, ouais, les pâtes de poulet ou le baiju où il faut boire cul sec quelques petites dosettes d'alcool et après Ok. on plane un peu, Ok. mais voilà, mais ça fait partie du folklore et si on le fait pas, Ok. on envoie de très mauvais signaux. Donc ils ont les traditions. Ouais, il y a Ok. des codes. Donc ça en Chine, effectivement, c'est ces deux anecdotes-là où. Non, mais c'est marrant de se dire Pas qu'au du tout. final, nous, on le voit un petit peu dans des films comiques, et au final, c'est des trucs Ah ouais, ça qui c'est se bien passent vrai, aussi. c'est bien vrai. Ouais, Ok. ouais, voilà. Et sur la partie internationalisation, pardon, est-ce que vous prévoyez de le faire aussi du coup sur la partie e-commerce ou est-ce que pour l'instant vous restez vraiment que store français Alors, sur l'export, on a une stratégie qui est plutôt de rechercher des distributeurs qui sont à la fois digitaux et à la fois retail Ok. physique. Donc c'est quelque chose que l'on confie en fait à nos distributeurs. Donc on cherche des distributeurs qui sont multicanaux comme nous en fait. Ok. La question se pose, c'est sur l'Europe où effectivement Ok. on n'est pas forcément dans une stratégie de recherche de distributeurs. On est plutôt à se dire d'y aller en direct et ça fera partie effectivement des réflexions qui vont arriver prochainement. Donc là, récemment, vous avez sorti aussi la gamme bébé. Ouais. Donc c'est vraiment une page qui se tourne pour Watt, puisque c'est un projet quand même assez important pour vous. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Est-ce que tu peux nous parler aussi justement des autres projets qui sont Ouais. à venir un peu dans le futur pour Watt? Oui, donc la gamme bébé, en fait, c'est une nouvelle, un nouveau tome à Ouais. notre aventure. Donc on arrive sur là où on ne nous attendait pas vraiment, puisque beaucoup de marques sont déjà présentes sur le bébé. Ben, on y est allé parce que nos clients nous l'ont demandé et parce qu'ils savaient notre capacité aussi à pouvoir apporter des choses différenciantes. Donc cette fois-ci, c'est pas à l'enfant qu'on apprend les gestes de soins, mais c'est plutôt à la maman. Donc tout un travail autour de la gestuelle des produits, de telle sorte que la maman puisse à une main utiliser ses produits, avec l'autre main mettre en sécurité son bébé. Ok. C'est un des gros défauts qu'il y a autour des gammes pour bébé, où ce sont des gros packaging, pas stables, donc du coup on lâche le bébé, et le bébé au bout de quelques mois il bouge beaucoup sur la table allongée, donc là c'est une petite expérience personnelle. Donc on a travaillé l'approche packaging justement, on a travaillé aussi l'approche éco-responsabilité, Ok. qui n'était pas forcément présente ou peu présente sur cette gamme bébé. Donc on est 100% éco-rechargeable. Donc en gros, on va acheter une fois un packaging alu de très belle qualité qu'on va venir recharger pendant la croissance de l'enfant entre 0 et 4 ans. Ok. Ensuite, il passera derrière. Donc cette approche éco-responsable était aussi très importante. Et également un packaging évolutif, puisqu'on a fait une bouée de dentition qui permet de stabiliser le produit, puisque ça sert de socle. Donc c'est en plus joli. Mais une fois que le bébé effectivement commence à s'agiter un peu, on lui met un objet entre les mains, et c'est un anneau de dentition, puisque le premier geste qu'un enfant fait, c'est de mettre ses mains à la bouche. Ouais. Et du coup, c'est la bouée Watt qui met à la bouche. Donc voilà, l'idée d'avoir quelque chose, encore une fois, évolutif, qui vit avec l'expérience du moment, qui est de prendre soin du bébé. Donc ce produit-là, et donc tu m'as dit les autres produits de la gamme qui sont sortis là sur le bébé, c'est quoi exactement? Alors on est sur les 3 essentiels. Ok. Voilà, donc pas de superflu. C'est un gel lavant, un liniment qui a une formule assez, là pour le coup, qui a été vraiment travaillé de telle sorte à corriger tout ce qu'on reproche à un liniment, Ok. notamment l'odeur, notamment la texture et notamment la couleur. Donc là, on a fait des tests qui sont dithyrambiques sur notre formulation, aussi bien sur l'efficacité que sur ces 3 critères qui sont sur lesquels on a pu trouver des solutions. Et puis le dernier, c'est l'hydratant visage et corps, parce que effectivement, le bébé, il va avoir une croissance, sa peau va s'étirer beaucoup plus vite, puisque sa croissance est exponentielle, elle va se stabiliser un peu plus derrière. Donc il faut des formules beaucoup plus nourrissantes, et donc d'où le besoin d'hydrater la peau d'un bébé sur une base quotidienne. Donc voilà, donc 3 essentiels. Ok.
Et alors, c'est marrant parce que tu vois, l'hydratant, t'en parles. À l'occasion de l'événement dont on parlait tout à l'heure, que vous aviez fait pour le lancement de la gamme bébé, il y avait une personne qui était là pour masser aussi les jeunes, vos jeunes bambins qui étaient présents sur place. Oui. Et alors, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que, donc, en plus, alors, c'est pas une personne de chez Watt, cette personne-là, et elle faisait aussi des bains thérapeutiques, il me semble. Oui. Donc, je voudrais pas dire de bêtises sur ce qu'elle faisait exactement, mais elle m'a expliqué pour reproduire un petit peu la sensation pour le bébé, donc quand il est dans le corps de sa mère. Oui. Et donc, c'est une expérience qui est assez incroyable quand on la voit en vidéo ou quand elle m'expliquait un petit peu les sensations que pouvaient avoir les bébés. Et alors, une particularité aussi sur vos produits, c'est que justement, ce massage qu'elle faisait avec vos produits Watt, c'était incroyable pour le bébé parce que alors ça asséchait pas la peau, puis c'était assez hydratant, c'était plutôt pratique sur plein d'aspects. Et le bébé, alors, il était dans un... Est-ce que vous allez mettre en place un peu des conseils sur ça, sur le site, ou tu vois des choses sur le blog? Est-ce que vous proposez un petit peu ce type de contenu avec le lancement de la gamme bébé pour les mamans? En tout cas, là, je sais que les mamans étaient vraiment... elles demandaient beaucoup de conseils là-dessus. Oui. Et on voyait que le bébé, il était aux anges quand il était massé avec vos produits. Ils ont bien raison. C'est plutôt agréable, un massage. Oui, en fait, moi, le projet qui sous-tend tout le développement de Watt, c'est la Watt School. C'est justement tout ce qui est apprentissage. Okay. Et c'est vraiment ce qu'on a développé. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment mon projet, c'est de se dire que l'apprentissage de ces gestes de soins, c'est pas un nice to have, c'est vraiment un must have. Ça fait partie des apprentissages au même titre que la parole, que la motricité ou que la gestion des émotions. Et donc, pour ça, oui, on a notre rôle à jouer en tant que marque d'éduquer, d'apprendre, de conseiller. Et donc, c'est tout le volet qu'on va développer à partir de maintenant. Alors, on l'a fait de façon, au travers de petits tutoriels, etc. Mais on va vraiment renforcer cet aspect-là qui nous caractérise parce que c'est toute la mission de Watt, elle est là. Ok, très clair. Et par rapport à ça aussi, tu l'as dit un petit peu, le lancement de la gamme bébé, c'est vraiment un pas important pour vous. Oui. Et donc, ça a été pas mal de défis, je pense, aussi en interne, puisque vous avez travaillé sur le projet pendant très longtemps. Oui. Toi, si on retrace un peu du coup le parcours que tu as eu justement depuis le lancement de Watt, selon toi, ce serait quoi le plus grand défi auquel tu as été confronté depuis le lancement? Le plus grand défi, c'est créer une marque. Créer une marque, en fait. Se dire qu'elle est connue, reconnue, qu'elle fait partie d'un écosystème avec d'autres, qu'elle a ses spécificités. Moi, c'est le défi le plus grand, c'est celui-ci. Il n'est pas terminé, ça fait 4 ans et demi. C'est long et pas long à la fois. On dit souvent, les gens plus expérimentés du secteur me disent c'est 10 ans. Une marque, avant qu'elle soit vraiment installée, c'est 10 ans. Donc c'est ça le défi, c'est de se dire qu'on compte. On compte parce qu'on apporte quelque chose de différenciant. Ok. Voilà. Et alors j'allais te demander ta réussite, ta plus grande réussite. Tu penses que justement c'est d'avoir réussi à intégrer Watt dans cet écosystème-là, ou est-ce qu'il y a aussi d'autres choses Réussite, une réussite personnelle, c'est de l'avoir fait. Donc ça, je pense que c'était pour moi le point le plus important et d'avoir été résiliente dans cette période qui a été complexe. Plus grande réussite, moi je dirais l'équipe. L'équipe parce que de savoir s'entourer, c'est vraiment essentiel. Donc oui, je pense que je suis très bien entourée. Okay. Et ça, c'est quand on veut aller loin, il faut avoir une belle armée à ses côtés qui porte le projet aussi bien que moi en tant que fondatrice et voire mieux à certains moments. Donc ça, c'est parfois elles me surprennent en me disant elles vont encore plus loin que ce que j'avais pu imaginer. Donc voilà, c'est cette réussite-là dont j'ai envie de parler. Ok, c'est intéressant. Et en plus, tu le disais, il y a une autre partie de cette équipe qui est du coup ta famille. Tu en as parlé tout à l'heure. Oui. Donc on a dit que tu étais maman de 4 enfants. Comment aujourd'hui, donc maintenant elles sont un petit peu plus grandes, comment tu gères un peu ce quotidien-là, parce qu'on en a moins parlé de l'équilibre un peu vie perso, vie pro. Très mal. Non, mais en tout cas, comment... Je gère très mal. Elles vous le diront mieux que moi. Non, parce qu'en fait, quand j'ai entrepris, un de mes arguments quand même, c'était de dire je vais être plus à la maison, parce que je n'étais pas à la maison. Donc, ils me voyaient que le week-end. Donc c'était... et en fait...
ils n'ont pas trouvé trop de changements parce que tu es à la maison, mais t'es pas là, quoi. Donc, effectivement, non, mais entreprendre, ça vous prend tout. Ouais. En fait, ça vous prend tout. Donc, parce que c'est aussi beaucoup de préoccupations. Voilà, on va faire avancer un projet comme ça. C'est pas que les produits à développer, c'est pas que l'équipe à manager, c'est pas que les clients à rencontrer, c'est toute la partie finance qui est hyper cruciale aussi. C'est des choix, voilà. Donc oui, ça prend beaucoup de place. Okay. Et est-ce que justement, maintenant qu'elles sont plus grandes, elles te disent déjà ce qu'elles veulent faire plus tard? Tu m'as dit qu'il y en avait une qui était un peu, justement, qui avait un côté très, très artiste. Ouais. Est-ce qu'elles te disent un petit peu ce qu'elles veulent faire ou elles ne savent pas encore? Oui. Ben là, j'ai ma plus grande qui a 20 ans, donc qui rentre en école de commerce. Oui, ça commence à se dessiner, mais oui, je suis sous observation. Okay. Et elle veut entreprendre, tu penses, la plus grande? La plus grande, ouais, je pense qu'elle a un peu, elle a cette fibre. Après, les 2 dernières sont un peu jeunes. Il y en a une qui est créatrice, donc je ne sais pas si l'entrepreneuriat lui ira si bien que ça, parce qu'elle est un peu... voilà. Et oui, dans chacune est en train de se déterminer, c'est intéressant. Ok, je pense que c'est en tant que maman entrepreneuse, c'est intéressant de voir ça. Ouais. Et t'en parlais un petit peu au départ sur ce que tu as réussi à leur inculquer, en tout cas certaines valeurs assez importantes. Tu l'as fait aussi avec ton équipe, tu en parlais juste avant. Ouais. C'est quoi les valeurs fondamentales que tu essaies de leur inculquer en tant que fondatrice de marque et en tant que maman entrepreneuse à tes filles? Moi, c'est le côté, c'est oser. Oser. Pour moi, oser, c'est réussir. Okay. Voilà, si c'est pour faire du MeToo, c'est pas très intéressant. Donc, c'est comment on sort de sa zone de confort, comment on se met, on se met en danger, on s'évalue, voilà, si on veut vraiment apporter quelque chose en tant que personne, il faut bousculer les choses. Donc oui, moi ce que j'apprends à mes enfants, c'est dès le plus jeune âge, c'était l'autonomie et oser. Ok, très clair. Voilà. Alors là, j'ai une petite partie. Tu me diras si tu veux qu'on la mette ou pas. Ouais. C'était sur, tu vois là, récemment, j'avais une discussion avec une de mes clientes sur le fait que j'avais beaucoup de femmes en cliente en entrepreneuse. C'est quelque chose où moi j'ai vu, justement, je vois plein déjà dans tes équipes, dans les équipes des autres marques avec qui je travaille, etc. On parle souvent des déséquilibres qu'il y a. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as ressenti au sein de ton parcours? Le fait est-ce que ça a changé quelque chose pour toi dans l'entrepreneuriat d'être une femme? Est-ce qu'on t'a reproché des choses ou autre? Ou est-ce que tu sens que justement, progressivement, on va vers quelque chose qui est quand même plus positif? Alors, on n'est pas encore sur un équilibre parfait, malheureusement, mais est-ce que toi, c'est des choses sur lesquelles tu penses que sur ces sujets-là, est-ce qu'on est encore à la traîne? Ou est-ce que tu penses qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été faites? Alors, moi, c'est un sujet sur lequel j'ai un peu de mal à me positionner parce que j'ai jamais subi ce côté-là. Okay. Déjà, j'ai voulu faire ingénieur en mécanique, j'ai pu le faire, donc voilà. J'ai pas eu de frein et j'ai plutôt eu la conscience, notamment pendant mes grossesses, parce que quand on a 4 enfants avec des postes de direction, 4 sup, membres de board, au bout d'un moment, 4, ça fait un peu beaucoup. En fait, j'ai anticipé. Je me suis dit, il faut pas que ça devienne un problème. Donc, et c'est ce que je dis à toutes mes jeunes femmes qui m'entourent. D'ailleurs, il y en a une qui est enceinte, et c'est une super nouvelle. Et c'est mieux que le Covid parce qu'on peut s'organiser. Donc c'est voilà, ce qu'il faut, c'est que pour l'employeur, ce soit pas un sujet. Et donc, pour que ce soit pas un sujet, il faut l'anticiper. Donc c'est voilà, oui, je suis enceinte et j'ai imaginé pendant la période où je serai pas là qu'on pourrait s'organiser comme ci comme ça. Et en fait, moi, j'ai toujours été proactive. Et quand on est proactif, voilà, ça neutralise un peu ces effets différents qu'il peut y avoir entre un homme et une femme. Donc voilà. Donc non, pour moi, c'est pas un sujet parce que j'en ai pas été victime, probablement. Okay. Bon, en tout cas, c'est bien que tu transmettes le message. Le seul message, c'est effectivement, ça ne doit pas être un souci pour l'employeur. Ouais. Ça, je pense que c'est assez clé. Si effectivement, j'ai eu le droit d'être enceinte et pendant 4 mois, il se passera ce qui passera. Je trouve que c'est pas forcément très responsable quand on a des postes de direction, voilà, et que l'irritation peut peut-être venir aussi de là.
Alors que, oui, 9 mois, en 9 mois, on a le temps de s'organiser quand même. Ouais. Et sur le côté entrepreneuriat, c'est pareil, toi, est-ce que tu as vécu certaines choses ou pas du tout, ou justement, comme tu me disais, tu étais assez proactive. Est-ce que ça a toujours été le cas aussi au niveau entrepreneuriat? Je peux pas dire, parce que je suis une femme, j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça, j'ai été confrontée à ci, j'ai pas été respectée. Soit j'y prête pas attention, ce qui est possible, mais en tout cas, je ne sais pas, raconter quelque chose dans ce sens-là. Non, c'est très clair. Mais en tout cas, je voulais juste faire un point là-dessus. Là, c'est plus des questions sur, tu vois, sur des conseils que tu aurais et des leçons apprises. Toi, aujourd'hui, si tu devais repartir avec tout ce que tu sais et que tu devais recommencer Watt à partir de zéro, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce qu'il y aurait des choses que tu ferais différemment avec tout ce que tu sais aujourd'hui? Non, en fait, je crois qu'à chaque moment est un moment, et donc les décisions qu'on prend sont les bonnes, pas les bonnes. Le tout, c'est d'avancer. Donc, non, c'est vraiment le flashback. Je sais pas faire. Je sais pas faire. Je sais vivre. Je sais vivre. Voilà, pas à pas. J'avance et je m'adapte. Non, ce serait du regret d'avoir pas fait ci, pas fait ça. Je sais que j'ai pas tout fait bien mais est-ce que c'est grave? Je sais pas. Si la boîte continue, je me dis que c'était supportable. Ouais, ça fait partie du chemin aussi, on en parlait tout à l'heure. Ouais, je crois que la perfection, je crois que justement, il faut un peu se lâcher prise par rapport à ça. C'est tellement compliqué. Bien malin celui qui fait tout bien. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Non, c'est clair. Bon, on va bientôt finir l'épisode. Est-ce que il y a d'autres projets qui arrivent pour Watt? Toi, où est-ce que tu vois un petit peu la boîte là dans les années qui viennent? Qu'est-ce que tu aimerais pour Watt? Ah bah, mon rêve, c'est que cette marque s'installe comme une marque de transmission. C'est toute l'ADN de la marque, elle est là. C'est une marque de transmission. Ok. Ouais. Et alors, juste pour finir, est-ce que tu aurais un dernier mot, une inspiration récente, quelque chose que tu as vu? Ça peut être un podcast, ça peut être une vidéo que tu as vue récemment, un livre que tu as lu. Est-ce que tu as quelque chose à partager que tu as vu récemment, ou ça peut être une citation, ce que tu veux, un contenu qui t'a inspiré récemment? Alors, moi, ce qui m'inspire beaucoup, c'est les associations qui traitent de sujets relatifs à l'enfance. Mais l'enfance a problème parce que voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir des enfants qui vont bien, qui sont en bonne santé, et je côtoie grâce à Watt des associations que je soutiens à mon petit niveau, développées par des mamans qui ont eu des enfants avec des problématiques plus ou moins lourdes. Et quand Watt peut répondre à, par exemple, un problème de motricité d'un enfant qui a une sclérose en plaques, ou je me dis, je l'ai pas fait pour ça, mais rien que le fait que la maman puisse me dire, grâce à vous, mon enfant peut être autonome et continuer à faire des choses qu'il ne saura plus faire à un certain moment, c'est du positif. Donc voilà, c'est ce qui m'anime aussi, c'est de pouvoir, grâce à Watt, soutenir aussi ces associations. Ok, bon, très clair, super. Bon, merci beaucoup Astrid. Bon, merci.